Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi c'est le cas. J'ai la forme pour vous faire cette nouvelle vidéo, une vidéo de médecine, à savoir non pas un organe que je vais parler, même si je vais en évoquer, mais surtout d'une maladie. J'ai choisi cette fois-ci l'ulcère gastro-duodénal, qui sera évoqué tout au long de cette vidéo via 6 chapitres différents. Avant tout, je vais ouvrir une petite parenthèse pour mes abonnés proches, vous en êtes désormais habitués, je vous dirai de passer la vidéo, disons 1 minute, pour être sûr d'être dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne sont pas patients, faites de même, mais je m'adresse surtout aux personnes qui ne me connaissent pas. Je prends mes précautions là-dessus, c'est que, premier temps, je ne suis pas médecin. J'estime et je juge que c'est important de vous le dire, je préfère être honnête avec vous. Me prévenir, c'est mieux que guérir, comme on dit, c'est un proverbe qui dit vrai. Il s'avère d'autant plus véridique ici. Dans ce cas-là, vous pourriez me dire pourquoi tu te permets d'en faire de vidéos de ce genre alors que tu ne l'es pas. Tout simplement parce que j'estime que j'en sais suffisamment pour vous en faire une vidéo. N'oublions pas que YouTube, c'est un site de partage de connaissances et sur une passion que l'on aime. Donc via les vidéos, on vous partage ce que l'on aime, ce qu'on apprécie de parler, tout simplement. Et croyez-moi, je ne m'aurais jamais permis de faire une vidéo de ce genre si je n'en savais pas suffisamment. J'ai beaucoup investi dans mon temps libre, financièrement parlant, au niveau des différentes maquettes que j'ai achetées du corps humain, des différentes pièces, de différents DVD, de livres et encore de bouquins, encyclopédies, bref. Et c'est pour ça s'il y a quelques petites erreurs, j'espère qu'elles seront masses, mais je vais faire attention à cela et je me corrige également avant de diffuser la vidéo en ligne, car je les revisionne plusieurs fois pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose, quelques mots où je m'aurais trompé. Voilà. La parenthèse est close maintenant et nous y venons au sujet qui vous intéresse. Donc il y aura 6 chapitres, j'avais dit. Donc en premier temps la définition, qu'est-ce qu'un ulcère, deuxième les symptômes, troisième les causes, quatrième la prévention, cinquième le diagnostic et enfin sixième et dernier chapitre, les traitements. Je conclurai ensuite avec une conclusion finale. Un ulcère c'est quoi? Pour faire simple, c'est une plaie, une érosion qui se forme sur la paroi digestive. La paroi, je veux dire la muqueuse, soit gastrique ou duodénale. Donc on a les ulcères de l'estomac, donc gastrique, et les ulcères duodénaux, ceux du duodénum, d'où le terme ulcère gastro-duodénal. Il faut savoir que les ulcères duodénaux sont 4 fois plus fréquents que ceux de l'estomac, et on pourrait se dire, mais alors comment on fait distinction pour ça si on a un ulcère soit de l'estomac ou au duodénum? C'est vrai que moi avant, je pensais qu'il n'y avait que des ulcères à l'estomac et non pas à une autre partie de l'intestin, par exemple. Mais au final, si. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus fréquents, ceux-là, que ceux de l'estomac. Ça m'a beaucoup surpris. Alors, comment on fait une différence? Il faut savoir que tous deux, il y a une similitude tout de même, c'est qu'ils sont rythmés, au niveau de la symptomatologie des douleurs ressenties par les patients, ils sont rythmés par les repas, la prise alimentaire. Mais il y a une différence notable et de taille, c'est que, dans le cas d'un ulcère gastrique, de l'estomac donc, les douleurs empirent lorsqu'on va manger. À l'inverse, la prise alimentaire va calmer les douleurs d'un ulcère duodénal. D'accord? Et un autre détail, c'est que, disons, l'ulcère duodénal ne dégénère jamais en cancer. À l'inverse, l'ulcère gastrique peut dégénérer en cancer gastrique. C'est rare, mais ça reste possible comme risque. D'accord? Alors, la muqueuse, c'est quoi? C'est une membrane du tissu, tout simplement, qui tapisse l'intérieur des organes creux, notamment digestifs, donc dans l'œsophage, que ce soit dans l'estomac ou l'intestin grêle ou encore le côlon, on a de la muqueuse. Et bien sûr, il y a plusieurs parties qui constituent l'intérieur et l'organe en question, de l'estomac ou l'intestin, par exemple. Alors, la muqueuse, c'est la partie la plus interne que l'on a à l'intérieur de l'estomac. Mais il n'y a pas que cela. Sur la muqueuse, on trouve des glandes, des milliers voire des millions de glandes et qui sont composées de cellules et qui sécrètent des sucs digestifs. Sur la muqueuse gastrique, ça sécrète des sucs gastriques qui sont connus, c'est un liquide qui contient, disons, eh bien, il y a de l'acide chlorhydrique, forcément, ça permet de digérer les aliments donc en les fragmentant, etc., puis de détruire les bactéries. Deuxième, du mucus et des bicarbonates qui, ces deux-là, vont servir à protéger la muqueuse gastrique, les sécrétions acides de l'estomac. Ensuite, on y retrouve de la pepsine qui sert à digérer, ou plutôt disons prédigérer partiellement les graisses. Non, les protéines, pardon. Les protéines, donc la viande, tout cela, ça va s'attaquer là-dessus. Et enfin, de la lipase gastrique qu'on retrouve, qui est nettement moins puissante que la lipase pancréatique, qui sert à prédigérer, pour l'estomac, eh bien, les graisses. On y retrouve éventuellement de la rénine, notamment chez les nourrissons, c'est très fréquent, et ça sert pour digérer le lait, ou encore la lipokinase, il me semble, qu'on a à l'intérieur, et aussi le facteur intrinsèque de la fameuse vitamine B12, qui sert pour les globules rouges, leur formation, etc., et qui sera absorbée, cette dernière, au niveau de l'iléon, qui est une partie de l'intestin grêle. D'ailleurs, c'est quoi le duodénum? Je ne l'ai pas dit, mais c'est la première partie qui constitue l'intestin grêle. Cet organe, c'est le centre de la digestion, c'est là où tout ce qu'on mange va passer directement par voie sanguine, oui, et lymphatique. Donc les aliments deviennent à ce moment-là des nutriments, c'est un rôle d'absorption que l'intestin grêle il a. Et puis il complète la digestion évidemment. Et il est composé de plusieurs parties. Le duodénum première, l'intestin grêle que je vais vous montrer directement qui l'a. Il est composé ensuite d'une seconde partie, c'est le jejunum, c'est là où tout ce qu'on mange s'absorbe. Et la troisième, dernière partie, l'iléon, là où ça absorbe aussi la vitamine B12, notamment les sels biliaires ou encore
une certaine quantité d'eau, etc. La nouvelle maquette que j'ai, j'espère qu'elle vous plaît. Je ne l'ai jamais encore montrée parce que c'est assez récent que je l'ai eu. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je suis très heureux de vous la montrer car elle me sera très utile, non seulement pour moi et pour vous. C'est un gain que je vous montre encore plus en détail ici. Donc sur la muqueuse, j'ai dit donc il y a de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, qui est un environnement qui est très acide, qui est au taux pH en moyenne, on va dire de 2. Donc c'est un environnement, un milieu très hostile pour les bactéries, très acide. Si on mettait de l'acide chlorhydrique sur notre peau, elle serait brûlée, trouée d'ailleurs. Mais l'estomac, la nature fait très bien les choses, c'est qu'il s'en protège grâce à du mucus qui est protecteur, je l'avais évoqué précédemment, et qui sert à l'estomac de ne pas s'autodigérer de par l'acidité qui est ambiante, bien évidemment. Mais dans le cas d'un ulcère, il y a un déséquilibre entre les facteurs de protection, mucus, et les facteurs d'agression, donc l'acide chlorhydrique, la pepsine et d'autres substances potentiellement nocives pour la muqueuse. D'accord ? Donc, quand il y a une altération entre ces deux facteurs, un terrain ulcéreux se forme, et dans ce cas-là, il y a un ulcère, qu'il soit superficiel ou non. Il y a plusieurs stades de la maladie. Un ulcère en tout cas, il était souvent récidiviant avant, car maintenant on a une meilleure compréhension de la maladie, notamment au niveau de la prise en charge. Tout cela s'est considérablement amélioré au niveau des traitements. C'est pour ça qu'il récidive maintenant peu. Mais c'est une maladie qui est également voulue par pousser. Lors des phases de poussée, les symptômes sont habituels et fréquents, enfin, très gênants. Et quand il n'y en a pas, et bien là, les symptômes ne sont pas là. Voilà. Donc il y a plusieurs stades de la maladie. Je vais vous présenter avant tout les différents dessins que j'ai fait de ma main afin d'éviter tout souci de droit d'auteur. C'est que la muqueuse que j'allais évoquer, c'est justement la première partie de l'estomac. C'est-à-dire c'est la partie la plus interne. Il y a toujours des couches qui sont en dessous petit à petit. On va donc s'approfondir là-dedans. Sous la muqueuse, on trouve une deuxième partie, une deuxième couche, et qui s'appelle la sous-muqueuse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à l'intérieur, on y retrouve des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, des cellules nerveuses et tout ce qui est hormones à l'intérieur que l'estomac sécrète, ce genre de choses. Et quand l'ulcère touche la sous-muqueuse, c'est le deuxième stade de la maladie. Dans ce cas-là, il est sous forme chronique. Donc la maladie perdure dans le temps. Troisième couche, c'est la musculeuse, qui est le muscle principal de l'estomac, composé de plusieurs couches de muscles, donc les muscles longitudinaux, qu'on dit. Deuxième, les muscles circulaires, et troisième, les muscles obliques. Ensuite, on a la sous-séreuse, et enfin la séreuse, qui cette dernière est la partie la plus externe de l'estomac. Donc là, on va dire que c'est là c'est la séreuse. Regardez, l'estomac qui est en rose ici, dans l'hypogondre gauche et dans l'épigastre, qui sont deux régions d'un tableau imaginaire et quadro-abdominaux que j'évoquerai un peu plus tard dans la vidéo. Alors regardez bien, l'estomac il est là, donc là on va dire c'est la séreuse, d'accord? Et à l'intérieur même, eh bien, il y a plusieurs couches que j'ai évoquées. Et la plus interne, c'est la muqueuse, tout simplement. Vous comprenez maintenant? Voilà, c'est très simple. Ensuite, je vais vous montrer donc les dessins qui composent les différentes parties que je vais évoquer, parce que c'est mieux d'avoir les dessins que de ne pas en avoir, sinon vous allez vous dire qu'est-ce qu'il raconte, je comprends pas bien. Là, c'est mieux d'avoir des illustrations quand on évoque quelque chose, surtout en médecine. J'ai fait les dessins-là de ma main, s'ils sont un peu mal faits, c'est pas très grave, je préfère être prudent, prendre la voie de la prudence ou le sel de l'imprudence au niveau des droits d'auteur. Comprenez bien là-dessus, on ne sait jamais, je préfère prendre mes précautions. Regardez bien, donc là, c'est les dessins que j'ai fait, je vais me lever. Mettez sur pause pour mieux les apercevoir, d'accord? Car c'est vrai que ça peut être un peu difficile pour vous à comprendre. Donc la muqueuse, sur le côté, vous voyez très bien l'inscription. Regardez bien, la muqueuse, c'est tout ce qui est localisé au niveau de là. Ici, ça s'arrête à peu près ici, la muqueuse. La sous-muqueuse que j'allais évoquer précédemment et qui est à peu près ici, c'est la couche ici, d'accord? Et enfin, les muscles, donc la musculeuse, donc qui est le muscle principal de l'estomac, c'est toute cette région ici, qui est donc assez vaste, hein, c'est vrai, assez large. Et enfin, la séreuse, qui est la dernière partie, c'est la plus externe, muqueuse, la plus interne, d'accord? Et donc, ces différentes couches seront touchées par un ulcère. Alors, au début, il y a plusieurs stades de la maladie. Premier stade, donc, il est superficiel, c'est une érosion qui se forme et qui ne concerne que la muqueuse. À ce moment-là, ça peut encore aller, il n'y a pas vraiment d'hémorragie, tout cela, il peut y avoir des symptômes liés, mais c'est rare, à savoir qu'un ulcère reste longtemps asymptomatique, donc on ne ressent pas de manifestation particulière, et puis également que il peut cicatriser seul, j'avais lu ça quelque part, je ne suis pas sûr, mais voilà. Mais en tout cas, il vaut mieux le souligner de soi, je veux dire, pas de soi-même, non, mais abus médical, tout cela. Deuxième partie de complications, pas de complications, mais de profondeur d'un ulcère, c'est qu'il va ne pas que toucher la muqueuse, mais également la sous-muqueuse, puis la musculeuse. Ça, c'est le deuxième stade de la maladie. Donc là, il est plus profond et peut toucher les vaisseaux sanguins. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'ulcère est chronique dès ce moment présent. D'accord? Donc il va perdurer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a simultanément cicatrisation et destruction des tissus en même temps. D'accord? Et enfin, troisième stade, ce qui est le plus grave, et là où les complications peuvent s'avérer également gravissimes, donc à savoir, eh bien là, ça transperce, ça veut dire que ça
détruit la paroi musculeuse, ça touche la séreuse et ça peut même la perforer, et donc créant des péritonites, je veux dire des perforations, ensuite des péritonites. Donc une péritonite, c'est une inflammation du péritoine qui recouvre tous les organes abdominaux, hein, d'accord, qui les enveloppe, rein, foie, vessie, ou encore utérus, estomac, intestin, foie, j'ai dit, pancréas, sont recouverts par le péritoine. Pour faire simple, le cœur, vous savez ce que c'est, il est recouvert par le péritoine. La plèvre recouvre les poumons, le péritoine il recouvre tous les organes abdominaux. Et quand il y a une perforation du contenu de l'estomac, donc il va se répandre forcément dans le péritoine, on va avoir un ventre de bois, des douleurs atroces, et dès ce moment-là, c'est une urgence qui est médicale forcément. Une péritonite est également rencontrée en cas de complications éventuellement d'un parasite ou de diverticulite, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, un diverticulite, c'est quand on a un diverticule qui s'est formé, c'est une zone herniée qui se forme sur la paroi du côlon, un organe digestif qui s'occupe de faire la formation des selles, de les stocker et aussi de les évacuer et d'absorber l'eau, le côlon. Donc voilà, je vais montrer les différents stades de la maladie. Il faut savoir que quand on arrive au troisième que j'ai évoqué, eh bien, il peut y avoir aussi d'autres complications comme une sténose du pylore. Sténose, ça veut dire qu'en fait c'est un rétrécissement pour faire simple et qui peut donc empêcher le contenu de l'estomac de sortir par l'intestin. Et donc du coup, il n'y a plus qu'une seule direction à faire, c'est de remonter par le haut. Et donc on va avoir des régurgitations, voire des vomissements gastriques, forcément, puisque le contenu ne peut pas sortir. Il est bloqué, en quelque sorte, plutôt obstrué. C'est mieux comme terme. La sténose du pylore est connue peut-être chez certains parents, car c'est assez fréquent chez les nourrissons. Le sphincter, disons qu'il est... ouais, parce que le pylore, c'est un orifice, un sphincter musculaire, et qui, disons, chez les nourrissons immatures. D'accord ? Et dans ce cas-là, eh bien, il y a souvent des régurgitations, voire des vomissements chez les nourrissons. En général, ce n'est pas vraiment gravissime, non, mais en cas d'ulcère, faire attention. Et il faut savoir que quand l'ulcère est guéri, eh bien la sténose également. Tout rentre dans l'ordre au niveau de cela. Alors, donc, je vais montrer les différentes... je vais montrer ce dessin. Voici donc les différentes complications qu'il peut y avoir. En premier temps, on a dans ces dessins-là la perforation. Regardez bien le liquide en verre et qui sort de l'estomac qui a été troué au niveau de la paroi. L'ulcère qui a, on va dire, rongé la paroi totalement. Et dans ce cas-là, tout se répand dans le péritoine. Urgence médicale s'impose. Deuxième, l'hémorragie. Là où on voit un vaisseau sanguin en rouge, rose foncé que j'ai colorié, regardez bien, dans la couleur jaunâtre, ici. Regardez bien le vaisseau. L'ulcère a érodé une artère. Et donc, dans ce cas-là, hémorragie, qu'elle soit intense ou non, sévère ou pas. Et ensuite, dernière complication, j'avais dit la sténose. Regardez bien la meilleure illustration que j'ai fait de cela. Sténose, donc regardez bien, on a l'antre, c'est une partie de l'estomac que je vais vous créer un peu plus tard. La sténose qui est ici, là, ici, regardez bien, il y a deux, on va dire, cercles blancs, c'est la sténose. Regardez bien, le contenu ne peut presque plus sortir, il n'y a qu'une petite ouverture, donc dans ce cas-là, la majorité du contenu gastrique remonte par le haut et une minorité passe dans le duodénum, d'accord? Et dans ce cas-là, tout est obstrué plus ou moins. Voilà ce qui explique donc les régurgitations. Voilà, et puis aussi une autre complication d'un ulcère gastrique, je l'avais dit, c'est un cancer gastrique, et également un cancer gastrique peut s'ulcérer, c'est possible. Je vais montrer un autre dessin des différentes parties de l'estomac que je vais évoquer, c'est très important, je vais faire un petit rappel anatomique, et qu'est-ce qu'il sert et tout, l'estomac où il est d'ailleurs, il est là, vous l'avez vu de toute façon, il y a les grosses artères rouges sur ce sac pour faire l'orgage familier, donc ici, hein, en rose, et pour faire l'orgage plus soutenu, eh bien c'est la poche stomacale, c'est une poche qui est remplie d'acide, qui se dilate aux fonctions des repas qui sont présents à l'intérieur de la prise alimentaire, c'est un organe qui peut contenir 2 litres 2 litres de nourriture, il me semble, que je ne dis pas de bêtises, et puis il peut contenir même 3 à 4 litres dans les cas les plus extrêmes, on va dire. C'est la partie la plus large de notre tube digestif, et l'estomac a des fonctions d'absorption d'alcool notamment, et de certains médicaments. Alors attendez, je vais vous montrer avant tout les différentes parties qui constituent l'estomac, c'est très important, hein, d'accord. Duodénum, je vais vous le montrer avant tout, c'est pas facile de s'y retrouver au niveau des dessins, je peux vous le dire. Duodénum. Regardez bien, l'estomac il est là en marron, et dès qu'il a fini de prédigérer les aliments, ça sort et ça rentre dans le petit tube qui est en rose ici, qui est colorié là. Regardez bien, hop, c'est ça le duodénum, toute cette partie-là. Et on voit très bien qu'est-ce qui se passe, c'est bien que c'est relié via 2 organes, la vésicule biliaire et le pancréas. La vésicule n'est pas présente ici, on voit juste ces canaux et qui sécrètent, oui, on va dire qu'il sécrète la bile, mais elle est sécrétée par le foie, la bile. Elle est produite par le foie, la bile, mais pas par la vésicule qui, elle, la stocke provisoirement. Et à chaque fois que l'aliment sort de l'estomac, la vésicule, je veux dire, elle se contracte pour libérer ce liquide et qui va donc permettre à digérer les graisses, donc les décomposer en de micro-gouttelettes. Et le pancréas, qui est un organe vital pour notre organisme et qui assure la fois des fonctions, non pas immunitaires, mais endocrines, oui, donc
et exocrine. Voilà. Exocrine, c'est dit de digestion comme fonction, et le pancréas, donc via ses canaux, son canal principal qui est le canal Wirsung, qui n'est pas représenté ici, mais je vais vous le présenter après, eh bien il va pouvoir permettre à déverser ses liquides pour digérer glucides, lipides et protéines. Donc les enzymes du pancréas sont les plus puissantes, car c'est la diversité des enzymes qui agissent sur les différents aliments. Il peut agir sur tout, à part la cellulose. C'est une exception. Tandis que l'estomac, lui, il agit surtout sur les graisses et les protéines, mais de façon partielle. Tandis que l'estomac, lui, le pancréas, je veux dire, il complète le tout. Et en plus, il agit sur les glucides. L'ampoule de Bruyter, c'est une région où les sucs pancréatiques et de la bile, de la vésicule biliaire, pardon, vont se retrouver, vont se combiner et vont se déverser respectivement leurs liquides. Et on voit très bien le canal Wirsung. Et les petits pointillés en gris foncé sur la glande pancréatique en jaune, eh bien, ça signifie les îlots de Langerhans qui permettent la ponction endocrine. Donc là où sont sécrétées directement par voie sanguine, eh bien, les hormones hypoglycémiantes et hyperglycémiantes, respectivement l'insuline et le glucagon, qui font office de levier, qui cherche le bon équilibre en permanence pour notre corps au niveau de la glycémie, d'accord? Régulation de la glycémie, voilà. Et la fonction exocrine, donc de digestion du pancréas, est assurée par les cellules acineuses ou encore acinies qui permettent donc la fonction de digestion. Alors, c'est bizarre, j'avais le dessin de l'estomac. Bon, bah, c'est pas grave, je vais vous présenter les différentes parties. Ouais, c'est ça, voilà. L'estomac, il a différentes parties. On a un orifice qui relie, qui fait jonction donc avec l'œsophage et l'estomac. C'est donc le cardiaque, qui est connu notamment chez les personnes qui auraient éventuellement du reflux gastro-œsophagien plus ou moins fréquemment, car chez ces personnes-là, leur sphincter se ferme mal. Donc il y a une petite ouverture et du coup le contenu gastrique remonte dans l'œsophage. Et qu'est-ce qui se passe? Des brûleurs dans le bas œsophage. Pourquoi il est brûlé? Par sa muqueuse? Non, parce que lui n'est pas protégé de l'acidité gastrique. L'estomac, lui, s'en protège par son mucus protecteur en temps normal, tandis que l'œsophage, lui, n'a pas cela, ne dispose pas de ce mécanisme, de ce système de défense qui permettrait de le protéger. Dans ce cas-là, l'acidité ronge sa paroi, je veux dire ronge, la brûle, ça peut créer donc une irritation en premier temps, ensuite une œsophagite à terme, et encore plus loin, un cancer œsophagien du bas œsophage ou de la région du cardiaque. Ensuite, on a le fundus, qui est une région située dans le côté supérieur de l'estomac, donc en haut, et ça permet d'entreposer les aliments provisoirement. Là, ça n'a pas encore été tout à fait prédigéré, ça va agir après. Il y a aussi des glandes du fundus qui sont présentes. Ensuite, on a le corps de l'estomac, qui est la partie du milieu, tout simplement, et qui, là aussi, composé de glandes, va sécréter surtout l'acide chlorhydrique, la pepsine. Et enfin, l'antre, qui est la dernière partie de l'estomac, suivi ensuite du pylore. Voilà. Et l'antre sert à entreposer les aliments avant leur sortie, leur évacuation dans le duodénum. C'est-à-dire que là, ils ont été partiellement, vraiment, la digestion est presque finie à ce moment-là. Regardez bien les différentes parties que j'ai évoquées. Les couleurs n'ont rien à voir. Ça, c'est pour... les couleurs ont un rapport au niveau des couches musculaires qui composent l'estomac que j'avais évoqué précédemment. Les muscles longitudinaux, circulaires et obliques. C'est assez compliqué, je sais. Hein. Donc, je vais faire simple. On a le cardiaque qui est ici, que j'ai... Les orifices, je les ai mis en rouge normalement. Ouais. Donc, mais non, de toute façon, voilà. Donc on a l'orifice cardiaque qui est ici, à peu près, l'œsophage, un petit bout qu'on voit, le fundus qui est situé ici, hein, d'accord, là on entrepose les aliments provisoirement, là ça agit sur tout, c'est là, donc le corps, et l'antre à peu près ici, c'est la région par là du pylore, d'accord, et enfin le pylore ici, et ensuite on arrive dans le duodénum. Il y a aussi la grande courbure et la petite courbure. La grande courbure c'est du côté gauche et la petite du côté droit, et là où les ulcères sont le plus localisés, dans la petite courbure. En tout cas, ils sont plus près de la petite que de la grande. Et les différentes parties que j'avais montrées précédemment, donc en jaune, là, les couleurs ont un rapport avec les différentes couches. Donc là, en jaune, c'est la séreuse, la partie la plus externe, d'accord, qui recouvre l'estomac. Et puis ensuite, on a les différents muscles qui sont présents ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir cela, mais c'est sur poste pour mieux les apercevoir, ces dessins-là. Donc on a les muscles longitudinaux, obliques et circulaires qui sont présents ici. Voilà, il y a des différentes couleurs. Voilà tout ce que j'ai dit. L'estomac, je rappelle ses fonctions, qu'est-ce qu'il sert dans la digestion et dans notre organisme notamment. Dans la digestion, on va dire. Premier temps, eh bien, il va permettre de stocker provisoirement les aliments. C'est un réservoir provisoire des aliments. Sans cela, c'est une fonction qui est justifiée, même très importante. Hein. On pourrait se dire, bon, c'est pas important, si ça l'est. Parce que sans cela, à la suite d'un cancer gastrique, on peut subir une gastrectomie. Ça veut dire qu'en fait, c'est une ablation de l'estomac, partielle ou totale. Si elle est totale, on n'a plus d'estomac, l'œsophage est raccordé directement avec l'intestin grêle. Et dans ce cas-là, il y a plus cette fonction de réservoir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pancréas va devoir très vite réagir à la prise alimentaire, au niveau surtout du sucre. Le taux de sucre va s'emballer.
le pancréas va vite réagir en sécrétant l'insuline, et tout ça, ça se fait tellement de façon brutale et subitement que le patient va ressentir des sortes de malaise, des nausées, un mal-être tout simplement. Il ne va pas être très bien après la prise alimentaire. C'est pour ça qu'on conseille aux personnes de s'allonger, il me semble, en cas de gastrectomie totale, surtout au début. Plus la personne vit avec sans estomac, avec le temps, plus ça s'atténue. Ça s'atténue, hein, les symptômes, heureusement d'ailleurs. C'est pour cette fonction-là est justifiée. D'accord. Deuxième fonction, eh bien l'acidité qui est ambiante dans l'estomac, l'acide chlorhydrique, permet de détruire la majorité des bactéries. La majorité, je n'ai pas dit toutes, qui seraient éventuellement présentes via les aliments. Ça évite donc une colonisation, une pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Les désordres intestinaux, les troubles intestinaux, voire même eh bien, les maladies qui pourraient passer par voie sanguine et donc créer des maladies au niveau du foie, sait-on jamais. Hein. Donc heureusement, l'estomac détruit aussi des champignons et d'autres pathogènes qui pourraient nuire à notre santé, notamment notre tube digestif. Et plus on vit, moins on a d'acide, d'après ce que j'ai su. Ça explique pourquoi les personnes âgées, on va dire, ont plus de désordres intestinaux, notamment de troubles abdominaux, oui, hein, de ballonnement pour les cas les moins graves et les plus graves, des maladies, quelquefois, ça peut arriver. Bref, c'est rare. Et enfin, troisième fonction, ça fragmente les aliments en des plus petites quantités, grâce notamment à la pepsine et surtout l'acide chlorhydrique. C'est ça que la pepsine, je pense, dans l'estomac, elle agit dans un milieu qui est très acide, d'accord. Et elle est activée dans ce milieu-là. Voilà tout ce que j'aurais à dire au niveau des fonctions de l'estomac, hein, principalement. Voilà pour le petit rappel anatomique. Et le duodénum, lui, il sert à quoi? Bah, en quelque sorte, c'est là où différentes voies, notamment biliaires et pancréatiques, arrivent pour déverser leurs liquides respectivement. Et quand l'estomac a fini la digestion, ça devient le chyme. Ça porte ce nom-là. Pourquoi? Bah, c'est une bouillie qui est pâteuse à la sortie de l'estomac et c'est très acide. Dans ce cas-là, il ne faut pas que ça le soit dans l'intestin grêle. Parce que sinon, il ne pourrait pas, disons, absorber dans la lumière intestinale, tout ne pourrait pas être absorbé, etc. Bref, car l'intestin grêle n'est pas un milieu acide. Comment? Eh bien, il n'est plus acide, le chyme. Eh bien, c'est grâce au pancréas, qui ne sert pas qu'à digérer les aliments, via ses enzymes, mais également, et bien, grâce à son bicarbonate de sodium, il me semble, eh bien, il va neutraliser l'acidité du chyme acide. C'est pour ça qu'il n'est plus acide dans l'intestin grêle. La nature est vraiment très bien faite, et c'est pour ça que le pancréas est un organe vital. Tout simplement, et quand on n'a plus de pancréas, c'est possible une pancréatectomie totale ou partielle, c'est rare totale, hein. Déjà c'est rare qu'on fait une pancréatectomie même partielle, et dans ce cas-là, eh bien, il faut impérativement supplémenter à ces fonctions endocrines, mais aussi exocrines. Endocrine, donc l'insuline, tout cela, hein, vous savez parfaitement, et puis exocrine, ben, par voie orale, des enzymes digestives à prendre, au niveau notamment des repas. Voilà. Et la bile donc déverse son liquide également dans le duodénum, et puis dans cette partie-là, eh bien, ça absorbe un peu, disons, des sels minéraux assimilables pour le corps dès ce moment présent. Dans l'estomac, ça absorbe également une certaine quantité d'eau, il me semble, des médicaments et aussi de l'alcool. Une grande partie de l'alcool passe directement par voie, par la muqueuse gastrique tout simplement, mais ça il me semble que je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, j'ai évoqué vraiment tout ce que je savais. Oui, je vais aussi rappeler là où est situé l'estomac, dans l'hypocondre gauche, j'avais dit, et dans l'épigaste, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ces termes-là, ils sont bizarres, vous ne les connaissez pas, c'est tout à fait normal, en fait c'est un tableau qu'on imagine en médecine, qui permet aux médecins notamment de savoir quelle douleur, quel est l'organe qui est concerné par une telle douleur. C'est pour ça que le médecin vous demande souvent avec précision où se situe vraiment votre douleur. Quelquefois il peut y avoir des... on va dire, on peut être trompé par cela parce qu'on peut avoir mal au niveau de l'estomac. Admettons, on peut avoir mal à l'estomac. Non, admettons. On peut avoir une douleur qui concerne le poumon. Mais le poumon peut avoir une douleur qui concerne également l'abdomen. Donc on va penser, si on pense, on a mal à l'abdomen, on va penser que c'est un organe abdominal qui est concerné, notamment la région. Il n'y a pas forcément. Donc c'est une douleur qui peut tromper. Il me semble que ça apporte le nom de douleur référée. Voilà, donc c'est pareil en cas d'appendicite, hein, apparemment. On peut avoir des maux d'estomac, des vomissements également. C'est pas toujours systématiquement, hein, mais ça peut arriver. Et dans ce cas, on peut penser qu'il y a une pathologie de l'estomac. Et pas penser tout de suite à la fièvre, à la palisse. D'accord. Mais en général, ça c'est souvent associé avec de la fièvre, etc. D'accord. Voilà. Donc dans l'hypocondre gauche, c'est cette partie-là, sous les dernières côtes gauche. L'hypocondre droit, c'est la dernière partie des côtes droites. Au milieu, on a l'épigastre, qui est là où est situé l'estomac. On descend ensuite, on a la région ombilicale, qui est là où le nombril est situé, et dans ce tableau-là, tout est relatif au niveau des cases du nombril. Deux cases entourent l'ombilical, à savoir les flancs gauche, flanc droit, et ensuite, en dessous du nombril, on a l'hypogastre, la région du pubis, c'est pour faire simple ici à peu près, et qui concerne la vessie, qui contient la vessie par exemple, et puis on a deux autres cases qui entourent l'hypogastre, à savoir les faucilles à gauche, faucilles à droite.
là où dans cette dernière partie, c'est situé l'appendice, dans la fosse iliaque droite. Voilà, je vais vous montrer à dessin de ce tableau-là pour mieux illustrer cela, parce que ça va être un peu compliqué, j'en ai conscience. Attendez 2 minutes, attendez, soyez patient, soyez patient. Voilà, là le dessin, il est là. Donc on a ici les codes qu'on voit en haut, hein, et les différentes cases que j'ai fait, donc avec des traits rouges, d'accord, 2 horizontaux et 2 verticaux. Alors on voit dans l'hypogondre gauche, ouais, c'est là. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme organe dans cette partie-là? Regardez bien, c'est toute cette partie. Attendez, est-ce que je... Voilà, toute cette partie-là. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit en bleu la rate. Une partie de l'estomac qui est située en marron, d'accord. Là, c'est la rate. Regardez, il y a le petit bout bleu. Hein, parce qu'elle est bien cachée. Un organe qui est très vascularisé, qui assure des fonctions d'appoint immunitaire et sanguin. Donc la rate, l'estomac. On a une partie du pancréas, il me semble, qui est dans les poumons de gauche, pas sûr. Le rein gauche et le côlon gauche qui sont à l'intérieur. Une partie du foie, une petite partie. Le foie qui est en rouge, qu'on voit très bien ici, hein, regardez bien, en rose foncé plutôt, hein, qui est dans l'hypogondre droit. Donc dans l'hypogondre droit, qu'est-ce qu'on y trouve? Dans les voies biliaires et aussi la vésicule, le foie, le rein droit et le côlon droit. Dans l'épigaste, c'est là, c'est la région qui se situe entre la pointe du sternum et le nombril à peu près. Et donc c'est là où on trouve la partie principale de l'estomac, la partie du pancréas. Regardez bien, il est vicieux le pancréas, il est caché. Regardez, c'est la petite partie en jaune. Vous voyez là, la petite couleur jaune? C'est ça où le pancréas. Voilà, principalement dans l'épigastre et puis aussi une partie du foie. Ensuite, le nombril, l'ombilical, on trouve le côlon transverse, hein, une partie du côlon, donc l'intestin grêle. Ensuite, on a aussi une partie de l'estomac qu'on trouve, c'est l'antre, que j'avais évoqué précédemment. Le flanc gauche, pardon, on trouve l'ovaire droite et également le côlon gauche, qui est le côlon, disons, ascendant. Donc ça descend. Ensuite, dans le flanc droit, on trouve le côlon droit, donc le côlon descendant. Non, c'est le côlon... Ah, je comprends toujours. Ah là là. Donc là, c'est le côlon descendant dans le flanc gauche et le côlon ascendant qui monte dans le flanc droit. Voilà. Et aussi l'ovaire droite dans le flanc droit. Dans l'hypogastre, on trouve la vessie, l'utérus chez la femme et chez l'homme, la prostate. D'accord, donc on est à peu près ici. Mettez sur pause pour mieux voir le dessin, hein, si vous ne voyez pas très bien, voilà, parce que j'ai un peu de mal à vous le montrer. Et ensuite, eh bien, on trouve les fosses iliaques droite, gauche. La droite, c'est surtout où est situé l'appendice, que vous allez certainement voir, regardez bien. L'appendice qui est ici. Vous voyez, là, c'est le côlon en haut, et là, on a un petit bout en marron foncé que j'ai colorié pour vous, et qui est donc le prolongement, l'appendice, justement. Il faut savoir qu'on a 2 appendices dans le tube digestif, il me semble aussi qu'on en a un d'appendice dans l'intestin grêle au niveau de la région iléocécale, on retire cet appendice-là aussi quand on a subi un appendice du côlon. Et on en a aussi une, c'est un reliquat en quelque sorte de nos ancêtres, je pense, et qui est ici, c'est sous la part du sternum, il semble que c'est l'appendice xiphoïde, c'est pas facile à dire, je sais même pas si c'est vraiment cela, je mettrai le nom, le terme exact dans la vidéo même. Je vais vous montrer un autre dessin de la localisation qui montre là où sont situés les ulcères, principalement duodénaux et gastriques, mais ce sont pour les patients qui sont concernés surtout aux États-Unis. Donc regardez bien ce petit dessin là que je vous ai produit. Donc là, qu'est-ce que l'on voit à 10%? C'est la région du fundus, rappelez-vous. Donc 10% les ulcères sont dans cette région-là. 1% seulement au niveau du corps et d'une région de partie de l'antre. Là, 25%, ça concerne au niveau de la région un peu de l'antre et surtout de la région pylorique. Donc là où se situe le pylore. Et la majorité des ulcères gastriques se situe, 64%, regardez bien, en violet que j'ai colorié pour vous, à savoir près de la petite courbure, comme j'avais dit, hein, et c'est à peu près une partie du corps aussi. Voilà. Et pour les ulcères duodénaux, c'est à 90% juste après la sortie de l'estomac, qui s'appelle le bulbe duodénal, il me semble, et 10% un petit peu après. C'est beaucoup plus rare. Voilà. Et aussi, j'ai un autre dessin à vous montrer des différentes parties de la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse, et des différents stades de la maladie ulcéreuse. Regardez bien, prenez votre temps, soyez zen. Je vais parler relativement calmement. Alors, regardez bien. Première partie du stade de la maladie, c'est ça. Ouais. Alors là, on voit, qu'est-ce que l'on voit? En vert foncé, ici, je vais colorier l'ulcère, qui ronge la paroi, mais ça se localise, regardez bien, à où? Voilà, à la muqueuse. Ça ne descend pas encore à la sous-muqueuse, ni la musculeuse encore moins. Donc là, c'est superficiel comme érosion. C'est vraiment une érosion. Deuxième, on voit un ulcère qui a évolué, et qui est nettement plus grave, et qui a, disons, rongé la paroi, même jusqu'à la sous-muqueuse, et ça atteint un petit peu la musculeuse, à peu près. Dans ce cas-là, eh bien, l'ulcère est chronique, en tout cas la maladie ulcéreuse l'est, et ça peut créer des hémorragies, qu'elles soient occultes ou non, c'est rare. Et enfin, eh bien là, oh là là, on voit carrément que l'ulcère a quasiment rongé la paroi digestive, et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien que la musculeuse est aussi concernée dans ce cas-là,
Il peut y avoir érodation d'une artère, perforation, des hémorragies, là où se compliquent les ulcères notamment. Voilà, vous avez vu les différents stades, regardez bien, mettez sur pause directement si vous voulez vraiment mieux comprendre. Je reste 5 secondes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous aurez un petit peu plus su au moins. Ce sont des dessins que j'ai fait de ma main, mais même s'ils sont pas aussi bien faits que ça, je me suis appliqué. Hein. Il faut savoir que j'ai passé au moins 3 heures pour les faire, les différents dessins que j'ai fait. Voilà. Et le plus dur, c'était pour le tableau de l'hypogastre, que je venais vous en montrer. Tableau des quadrants abdominaux. C'était le plus compliqué pour ma part à vous faire. Voilà. Donc les ulcères se localisent surtout au duodénum, après la sortie de l'estomac. Et les causes sont à peu près, ce sont les mêmes, mais les manifestations sont légèrement différentes. Je regarde si je n'ai pas, voilà, j'ai encore un dernier dessin à vous montrer avant de passer au deuxième chapitre qui concernera les symptômes, la symptomatologie. Vous allez voir directement. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, premier cas de figure, normalement c'est ici. Ouais. Premier cas de figure, on voit un estomac, l'œsophage en marron en haut. Alors, regardez bien, hein, l'estomac et aussi le duodénum. D'accord. Et en jaune, on voit le liquide gastrique qui est contenu à l'intérieur de la poche estomacale. Et donc là, c'est un estomac qui est normal, ainsi que sa muqueuse, que j'ai colorié ici. Oulala, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Là, on voit une muqueuse, les différentes couches de muqueuse. Hein, donc on voit la séreuse, à peu près ici, en rose foncé, c'est surtout la musculeuse. En rose clair, la sous-muqueuse. Et ici, à peu près, c'est la muqueuse. Ici, du mucus qui permet de protéger la muqueuse. Donc là, tout est normal. Oh, là, qu'est-ce que l'on voit? C'est différent. Eh bien, on voit 2 points rose foncé, donc au niveau de l'estomac, dans le haut, donc la région du fundus, dans la région fundique, on dit, et au niveau du bulbe duodénal, donc au duodénum. D'accord? 2 ulcères. Et dans ce cas-là, regardez bien la muqueuse, elle n'est plus la même que la précédente, elle n'est pas saine, celle-ci. Elle a été attaquée, rongée par l'ulcère, et ça atteint, disons, à peu près la musculeuse. Donc un ulcère qui est niveau de stade 2, on va dire, à peu près du stade 3, entre les deux, et ça peut donc être très grave et se compliquer dès ce moment présent. D'accord, ça a presque touché la séreuse, donc il y a des risques de perforation, et si on ne fait rien, ou s'il est mal soigné, eh bien l'ulcère continuera à évoluer. Voilà, et donc on voit très bien ici que on va dire l'acidité va attaquer la muqueuse. Un autre dessin que je vais vous montrer, qui est en bas et qui montre la bactérie Helicobacter pylori, que je n'ai pas évoqué mais que j'évoquerai plus tard au niveau du chapitre des causes notamment, qui concerne 50% de la population mondiale qui sont infectés par cette bactérie, hein, et qui est à l'origine de bon nombre d'ulcères. La bactérie que j'ai coloriée en vert et qui est dans l'ulcère, sur la muqueuse, quoi. Elle prolifère à l'intérieur et il trouve son environnement fétiche, car elle aime bien, elle s'y adapte parfaitement dans l'histoire des humains. J'avais dit, normalement les bactéries sont détruites en majorité, pas toutes, par l'acidité gastrique, mais pas toutes, et l'Helicobacter pylori fait exception à cela, et c'est elle qui est à l'origine de bon nombre d'ulcères. À savoir qu'un ulcère, on peut en avoir plusieurs en même temps, c'est rarissime, attention, en général il n'y en a qu'un, soit gastrique ou duodénal. On peut en avoir 2 sur l'estomac, on peut également avoir un ulcère gastrique et en même temps duodénal, mais encore une fois, ce sont des cas qui sont rarissimes, je tiens à vous le dire. Voilà, maintenant on va passer au deuxième chapitre, hein, j'en ai fini. Ah oui, important de le dire ce détail-là, c'est que en France, 60 000 à 80 000% j'avais lu de cas concernent les ulcères duodénaux par an. Et que un Français sur 10 sera affecté, touché par l'ulcère gastro-duodénal. Voilà. Et également que les hommes sont plus concernés que les femmes, je ne l'ai pas dit je pense, et donc 4 ulcères duodénaux pour un cas chez une femme, donc 4 chez un homme contre 1 pour une femme, concerne l'ulcère gastro-duodénal, et il y a 2 cas d'ulcère gastrique chez un homme pour un cas chez une femme. Donc vous voyez bien que c'est plus fréquent chez un homme, voilà, c'est comme ça. Deuxième chapitre, on va passer maintenant à... oui, et puis les enfants peuvent être également concernés, mais encore une fois c'est rare ici. Tout le monde peut être concerné par un ulcère. Deuxième chapitre, donc les symptômes, qu'est-ce que l'on ressent? Il y a 2 stades, ça dépend des complications, s'il y en a ou non, et puis aussi du stade de la maladie. Donc il y a le premier cas où ce n'est pas grave, comme ulcère, surtout qui ne s'est pas compliqué, et le deuxième qui, lui, ou en tout cas peut être grave, et qui a des risques de complications. Premier état de l'ulcère, c'est souvent superficiel, comme érosion, sur la muqueuse gastrique, ça n'a pas touché d'autres couches, et dans ce cas-là, on va ressentir des symptômes, ça peut être asymptomatique, ça évolue par poussée, donc lors des phases de poussée, les symptômes habituels reprennent, et c'est l'inverse quand il n'y en a pas, donc pas de symptômes, et donc on va ressentir des petites brûlures, des douleurs dans la région épigastrique, dans l'épigastre, entre le nombril et la poêle du sternum, dans cette région-là, donc dans l'estomac, hein, si ça concerne surtout cet organe, des douleurs à type de brûlure, qui sont caractéristiques en général.
On va aussi avoir des irritations qui sont fréquentes, une certaine lourdeur gastrique, ça dépend. Et aussi, quand on mange, on va être vite rassasié. Une rapide satiété. Des ballonnements peuvent être également présents et occasionnellement aussi des nausées. Ça, c'est pour un cas de figure d'ulcère qui n'est pas grave, qui ne se complique pas. Deuxième, c'est des formes plus graves. Dans ce cas-là, l'ulcère fait saigner parfois, voilà, des trucs de ce genre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut y avoir une fatigue généralisée et également des pertes de sang, des hémorragies, qu'elles soient donc occultes, invisibles ou non, donc visibles. Et si on les voit, les vomissements, si on voit des hémorragies, donc ça sera par les vomissements, donc par le haut, à savoir les hématémèses, ça veut dire qu'en fait, ce sont des vomissements où on retrouve du sang qui mêlait à l'intérieur. Par le bas, les selles, à savoir la méléna, et les selles seront de couleur noirâtre, très collante et surtout nauséabonde. Une selle ne sent jamais la rose habituellement, on le sait très bien, mais là encore pire que d'habitude. Et quand on parle de selle noirâtre, c'est donc du sang qui est noir. Ça dépend aussi des aliments hein, qu'on mange, mais surtout c'est du sang noir qui est une région haute du système digestif, enfin, du tube digestif. Estomac, oesophage ou duodénum. Voilà. Voilà tout ce que j'aurais à dire. Et puis aussi, comment vous dire, on peut aussi avoir une perte de poids qui est inexpliquée. D'accord, en cas d'ulcère. Ça dépend, c'est rare. Mais si c'est compliqué éventuellement, ça peut être possible. Voilà pour les symptômes classiques d'un ulcère qui c'est compliqué, ou encore après des risques de perforation, donc qui dit perforation, dit péritonite. Dans ce cas-là, ventre de peau, des douleurs atroces dans le ventre, hein, tout simplement. C'est une urgence médicale. Même qu'on parle d'hémorragie, qu'elle soit sévère ou non, c'est une urgence qui est quand même médicale. Parce qu'à force de perdre du sang, on va avoir des anémies, et donc on va ressentir des tachycardies internes, donc des palpitations cardiaques, ou encore par exemple des signes physiques comme une certaine pâleur du visage qui est inexpliquée et surtout inhabituelle. Par exemple. Voilà tout ce que j'aurais à dire au niveau des cas de complications. Et puis aussi la sténose du pylore. Donc on va avoir des régurgitations, ou voire même des vomissements à la suite d'une complication qui est le rétrécissement du pylore. Forcément que le contenu gastrique n'arrive pas à descendre suffisamment plus bas. Et voilà. Il faut savoir que les symptômes sont aussi accentués par de différents critères à paramètres à prendre en compte. Donc le tabac, l'alcool, également les aliments gras, épicés, le chocolat, les sodas, les colas, ou encore le thé, le café, les produits laitiers, le lait, il me semble. Voilà. Tous ces aliments-là que j'ai cités, ils favorisent et donc accentuent les symptômes, donc ils sont plus perceptibles et gênants pour les patients en cas d'ulcère. Également le stress, l'anxiété qui, disons, accentue aussi les douleurs. Le stress n'est pas étranger à un ulcère, loin de là. Et après, les facteurs d'hérédité qui entrent en compte au niveau de l'acidité gastrique. Voilà tout ce que j'aurais à dire. J'ai dit les principales choses que je connaissais, donc voilà. Maintenant, on va passer au troisième chapitre. Avant ça, je vais mettre tout sur le disque dur parce que je vois que ça clignote sur ma bande. Et on se retrouve pour le troisième chapitre, à savoir les causes. Nous venons à ce chapitre qui est très intéressant, donc à savoir les causes. Autrefois, on disait que c'était le stress qui était la cause de tous les ulcères. C'était dit jusqu'avant 1982, l'année où justement on a su que ce n'était pas le cas. Le stress n'est pas totalement étranger à l'apparition d'un ulcère non plus, mais il n'est pas la cause déclenchante. Il n'est juste qu'une des causes aggravantes ou favorisantes de l'apparition d'un terrain ulcéreux, de la formation d'un ulcère, c'est tout. 1982, c'est l'année où on a su que c'était une bactérie qui était en cause. Deux chercheurs australiens qui ont mis en évidence cela et qui se sont d'ailleurs fait récompenser du fameux prix Nobel de la médecine en 2005 et qui ont donc, c'était donc grâce à eux qu'on a su que c'était une bactérie, à savoir Helicobacter pylori, qui était la cause de la majorité des ulcères. Au moins 90% des ulcères sont causés par cette bactérie au niveau duodénal et pour les ulcères gastriques, 70%. Vous imaginez, donc c'est énorme. Helicobacter pylori, les gens la surnomment j'ai un hélicoptère dans mon estomac, c'est fréquent comme expression, c'est plus facile à dire et puis c'est caractéristique un petit peu. Et pourquoi on l'a appelé comme ça? C'est parce que c'est une bactérie qui est en forme de spirale et qui possède plusieurs flagelles, 2 à 6 à peu près. Je vais vous montrer, je vais d'ailleurs faire un dessin de cette fameuse bactérie. Dont la population mondiale la possède environ 50%. Vous imaginez, c'est énorme. Mais heureusement, dans 90% des cas, ils ne développeront pas de maladies gastriques, ni digestives. Et encore heureux, sinon, eh bien, vous imaginez très bien, dans le monde, il y aurait de nombreuses maladies qui seraient directement liées à celle-ci. Regardez bien, donc par exemple, vous la voyez parfaitement ici, je ne sais pas. Ouais. Elle est là, cette fameuse-là, la bactérie. Alors, comment on l'attrape? Alors, avant tout, comment elle fait pour survivre dans le milieu acide? Parce que normalement, comme toute bactérie, elle devrait être détruite. Elle, ce n'est pas le cas parce qu'elle a trouvé un mécanisme qui lui est protecteur et qui lui permet de se plonger dans la muqueuse gastrique, dans le mucus tout simplement, et de le coloniser, elle s'y épanouit. Elle ne vit que dans l'estomac humain, d'accord? Alors en fait, eh bien, avec ces flagelles,
elle va produire une enzyme qui s'appelle l'uréase, qui est spécifique de cette bactérie et qui, cette dernière, on va dire, transforme l'urée en ammoniac et en CO2. Et c'est cela que ça permet une neutralité de l'acidité gastrique. Dans ce cas-là, eh bien, pour elle, c'est un terrain qui est invulnérable aux attaques acides. Tout simplement, voilà. Et c'est cela pourquoi elle cause les ulcères. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il y a des ulcères à cause de cette bactérie, n'est-ce pas? Elle est responsable de bon nombre d'entre eux, mais pas toujours. C'est pour ça que maintenant, on traite les ulcères, la majorité d'entre eux, eh bien, comme toute maladie bactérienne, hein, donc un traitement qui est à base d'antibiotiques et qui s'avère la plupart du temps efficace. Il faut savoir qu'Helicobacter pylori, cette infection est la plus répandue au niveau de bactéries, je veux dire par là, c'est l'infection bactérienne la plus répandue. Et donc comment on fait pour l'attraper? Eh bien, c'est surtout dans l'enfance, et ça dépend aussi de plusieurs paramètres, de conditions socio-économiques, d'hygiénique, et aussi de l'âge et des pays. Il y a des pays qui, en voie de développement qui sont nettement plus à risque que les pays développés, car les conditions socio-économiques sont beaucoup plus déficientes. Idem pour l'hygiène, par exemple. Donc comment on l'attrape? C'est surtout par voie orale, surtout gastro-orale. Donc les sécrétions de l'estomac gastrique qui pourraient se contaminer quelqu'un d'autre, par exemple, si il est porteur de la bactérie, via des régurgitations, voire des vomissements. Ou alors ensuite c'est par l'intermédiaire notamment de la salive et de postillons. On peut aussi se faire contaminer, c'est beaucoup plus rare et surtout plus fréquent chez les pays en voie de développement que se développer, donc par les sels, de l'eau ou des aliments contaminés. Et il faut savoir que 80% de la population dans les pays en voie de développement, avant l'âge de 20 ans, seront touchés par cette bactérie contre une vingtaine dans les pays en développés. Vous imaginez comment, donc c'est surtout dans le milieu familial qu'on contracte et qu'on est touché par cette bactérie, justement, qu'elle nous colonise notre estomac, car c'est les contacts parents-enfants ou des enfants entre eux, tout simplement, qui se transmettent le germe. Bien sûr, ils ne vont pas contracter de maladie même dans leur vie, tout simplement, mais quand on est affecté par cette bactérie, eh bien, elle va persister tout au long de la vie. Et elle va créer eh bien, une gastrite chronique, une inflammation de la muqueuse gastrique. Heureusement, il n'y a pas de manifestation particulière dans la majorité des cas. Et c'est pour ça, justement, qu'elle ne déclenche pas toujours de maladie. Pourquoi? Eh bien, on n'en sait rien. Ça reste encore un mystère. Pourquoi elle ne déclenche pas d'ulcère alors qu'il y en a qui l'ont? Ça reste mystérieux, inconnu, méconnu. Et aussi, donc, on peut la contracter, par exemple, vous savez... quand on donne à manger au nourrisson, des moments où on met l'aliment dans sa bouche et on le lui rend. C'est pour ça que ça peut l'infecter. Il faut savoir qu'avant l'âge de 4 ans, c'est rare qu'on ait infecté par cette bactérie, c'est surtout dans l'enfance. En France, c'est 5 à 10% des enfants vont être concernés, donc touchés par cette infection. Après, 20 à 50% à l'âge adulte, et un Français sur deux, on estime qu'après l'âge de 60 ans, possède cette bactérie. Vous imaginez? Voilà tout ce que j'aurais à dire, hein, principalement sur celle-ci. Et elle peut causer des gastrites, des ulcères, voire même de cancer gastrique. Donc elle cause bon nombre de maladies, pathologies digestives. C'est pour ça que la compréhension et la prise en charge d'un ulcère a été, on va dire, ça a été une révolution dans cela, en découvrant cette bactérie. Ça a été une découverte fondamentale dans la compréhension et la prise en charge de la maladie, justement. Donc c'est très important. Voilà tout ce que j'aurais à dire concernant cette bactérie, mais je n'en ai pas fini parce qu'il n'y a pas que ça comme cause, et je ferai une vidéo qui sera beaucoup plus détaillée que cela sur la bactérie en question, car j'estime que c'est très important d'en savoir plus sur celle-ci. Donc on peut aussi avoir un ulcère à cause d'une consommation prolongée de médicaments INS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou encore l'aspirine, les corticoïdes il me semble, qui ont tendance à agresser la muqueuse gastrique, qui sont très nocives pour cette dernière, et d'ailleurs on dit que ce sont des médicaments qui sont gastrotoxiques. Voilà, donc une consommation prolongée, c'est pour ça que c'est les personnes âgées, eux ils en prennent souvent pour des pathologies notamment cardiovasculaires, encore rhumatismales, etc. Bref, mais en tout cas s'il faut vraiment prendre cela pour le cœur, on va continuer je pense, hein, bien sûr, mais faire attention, il ne faut pas s'automédiquer comme ça, surtout éviter parce que ça peut favoriser quelques maladies digestives. Et quand on a envie de prendre des médicaments, tout mieux vous toujours prévenir son médecin, mieux prévenir que guérir comme on dit, et le proverbe s'avère encore une fois véridique, surtout en médecine. En tout cas moi c'est ce que je ferais. Voilà, donc une autre cause ensuite c'est
La troisième, l'hyperacidité gastrique, ça veut dire qu'on a trop d'acide dans l'estomac. Ça a plusieurs causes, notamment le tabac, l'alcool ou encore le stress, l'anxiété, voire même des facteurs d'hérédité qui ont tendance à faire produire plus d'acide. Et donc un terrain qui est hyperacide favorise l'apparition d'un ulcère forcément, car la muqueuse est agressée, attaquée. Donc ça ronge la paroi. Ça, ce sont les trois causes principales d'ulcères. Il y en a des plus rares, mais je ne vais pas les évoquer. Donc le tabac, l'alcool ne sont que des facteurs favorisant ou disons aggravant la maladie ulcéreuse, mais pas déclenchant, c'est très important de le dire. Voilà tout ce que j'aurais à dire. Et l'aliment, les repas qui ne sont pas assez équilibrés sur deux choses, des repas qu'on mange tout le temps gras, trop épicés, tout ça là, eh bien ce sont des facteurs aussi également aggravants. Voilà tout ce que j'aurais à dire, donc vous voyez très bien, hein, c'est une maladie ulcéreuse, dans bon nombre de cas, c'est une maladie infectieuse, tout simplement, Helicobacter pylori, qui cause l'apparition d'ulcères. Voilà, parce qu'elle est sur la muqueuse et avec ses flagelles, c'est comme une forme d'hélice, et bien elle va creuser, voilà, et dans les régions qu'elle se trouve, il n'y a plus d'acidité autour, du coup la muqueuse se retrouve fragilisée et agressée par les attaques acides. C'est très simple à comprendre finalement, vous voyez. Quatrième chapitre, la prévention, c'est surtout alors, comment on prévient un ulcère, c'est surtout comment prévenir l'infection à Helicobacter pylori notamment. Et en deuxième cas, eh bien, en deuxième temps, je préfère le dire, il faudra surtout prévenir les risques de complications éventuelles d'un ulcère, donc améliorer son hygiène de vie, son mode de vie, tout ce genre de choses. Donc je reviens pour 8 ans. Comment on fait pour éviter la bactérie Helicobacter pylori? Faire attention quand on, par exemple, quand on sort dehors, on touche, forcément il y a toujours des microbes partout, à chaque fois qu'on touche, une texture, etc. Donc avant de manger les repas, laver ses mains avec du savon, c'est efficace, ça prévient un bon nombre de pathologies et pas que cette infection-là. C'est pour ça que c'est très conseillé. Et faire attention aux postillons, tout ce genre de choses, c'est pas facile, mais surtout quand c'est dans la famille, mais faire attention éventuellement, car ça peut être des modes de transmission. D'accord? Voilà, c'est quand même pas facile de prévenir l'infection. Et pour savoir si on est infecté par cette bactérie, c'est la gastroscopie, un examen médical de référence d'ailleurs pour l'ulcère que je viendrai après, c'est pour surtout diagnostiquer la bactérie et la cause de la maladie, ou encore un test respiratoire qu'on peut savoir de façon indirecte si on a ou non cette bactérie dans notre estomac. Voilà. Ensuite, comment éviter la complication d'un ulcère? Eh bien, on doit améliorer son mode de vie. Donc, quand on subit un traitement, ça doit être conjointement et même, on va dire, adéquatement fait avec une hygiène de vie qui soit améliorée. Genre, si on fumait bien auparavant, arrêter le tabac, ralentir, voire même arrêter, c'est mieux. Sevrage alcoolique s'impose. Et également les repas qui soient mieux équilibrés, mieux adaptés. Et certains aliments sont plus à éviter que d'autres, à limiter que d'autres. Et je n'ai pas dit à supprimer, car c'était bien grand mot. Et également le stress. Principalement cela, qui a tendance à nous faire produire trop d'acide, justement. Donc le stress, l'anxiété, qui sont à diminuer. C'est sûr que si on n'a pas bon moral, comment voulez-vous qu'on diminue son stress? Je ne suis pas psychologue, mais de mon vécu, c'est mieux d'avoir un entourage, du contact social, le dialogue. Le dialogue, c'est le mot principal pour l'anxiété. Quand on parle, on n'est pas seul, on se sent moins seul notamment, et du coup, on se fait mieux comprendre, entendre, on gagne moins de choses en soi. D'accord? Ça nous fait évacuer en quelque sorte. Ça nous fait un bien fou d'avoir des amis, son entourage est donc important, les relations sociales sont importantes pour éviter un stress trop grand. Il faut savoir que le stress a toujours fait partie de notre vie, c'est un instinct de survie, surtout à l'époque de la préhistoire avec des hommes préhistoriques. Seulement, bien dans la vie moderne de tous les jours, on a tendance à toujours être stressé en permanence et que ça fatigue le corps, ça le mobilise, ça l'épuise tout simplement. Et donc du coup, le système immunitaire également, la fatigue, qui est épuisé, fatigué, et du coup, quand il y a une infection qui se présente, ne sera pas aussi efficace que si vous seriez éventuellement confiant et ne pas stressé, serein. Vous comprenez un peu le genre? C'est pour ça que c'est important d'éviter le stress. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, principalement, dans les risques de complications, de les éviter, d'accord? C'est très important, ça évite tout cela. Bon, j'ai dit les principales choses que je connaissais. On va passer dans le 5e chapitre. Ah oui, non. Il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte. Son hygiène de vie, c'est par exemple de manger à heure fixe, de manger calmement dans une ambiance qui est sereine et calme, d'éviter la nervosité. Et quand on mange, ne pas faire autre chose en même temps, genre parler ou alors regarder la télévision. Non, il faut manger, vraiment manger que ça, lors des repas, qui est un moment important. Ça permet donc une meilleure efficacité de notre tube digestif.
j'ai envie même de dire de notre système digestif. Tube digestif, ça concerne que les organes vraiment qui agissent dans la digestion. Je veux dire que les aliments où ils entrent à l'intérieur. Estomac, intestin grêle, côlon, œsophage. Et le système digestif, ça concerne également les glandes annexes. Foie, vésicule biliaire et pancréas, glandes salivaires, tout cela. Et aussi, quand on mange, ne pas s'allonger dans le lit, encore moins dormir. Alors là, si vous avez un ulcère, ça augmente les douleurs. Ça peut les accentuer considérablement. Et il y aurait aussi un lien entre travail de nuit et ulcère, l'apparition, je ne l'ai pas dit, et aussi un lien entre ulcère et rythme de sommeil irrégulier, il me semble. Voilà, ce sont des hypothèses. Je mettrai tout ça en description de la vidéo même, parce que j'avais lu un passage de ce genre, mais que je n'ai pas bien retenu. Voilà. Et aussi, la mastication est importante. Bien mastiquer, prendre le temps de bien mâcher ses aliments, le temps que les glandes salivaires ont le temps de donc déverser leur salive, et à peu près une vingtaine à trentaine de secondes, garder son aliment dans la bouche afin de permettre une meilleure efficacité encore une fois de notre tube digestif, devant l'estomac qui se mobilise moins et que la vidange gastrique ne se retarde pas trop. C'est ce que j'avais lu dans un reportage, il me semble, hein, de mâcher une vingtaine à trentaine de secondes dans un aliment. Je sais que ça fait beaucoup, ça paraît beaucoup, hein, mais c'est ce que j'avais vu quelque part. Et également dans ce même reportage, j'avais vu que j'avais su et retenu donc que plus on mâchait ces aliments, ça faisait maigrir. À l'inverse, les avaler, ça ferait grossir. Et comme on est tous plus ou moins physiologiquement différents, je veux dire à terme, dans notre corps, c'est différent. Parce que par exemple, il y en a qui vont, comment dire, ils vont manger, ils vont prendre du poids facilement, et pour être stressé, pareil, et le stress parfois peut vous empêcher, vos nerfs, de grossir. À l'inverse, vous avez un peu le genre, donc c'est différent physiologiquement, anatomiquement, ce genre de choses. Bref, voilà pour les petits conseils, surtout ne pas faire trop d'efforts intenses et physiques, notamment quand on a mangé un repas, le temps de bien que l'estomac prédigère bien l'aliment, le repas. Des conseils qui sont tout bêtes finalement, comme je viens d'expliquer, mais qui pourraient s'appliquer, qui seraient valables à chacun d'entre nous et non pas que les personnes qui ont la maladie en question. D'accord? Donc les personnes qui ont ou non un ulcère devraient s'appliquer ces conseils-là. C'est pas moi qui donne les conseils, hein, ni d'obligation, je ne donne aucun, ni l'un ni l'autre. Je ne fais dire que ce que j'ai lu dans des différents livres, bouquins de médecine, tout simplement. D'accord? Passons au cinquième chapitre, à savoir le diagnostic, comment on fait pour savoir si on a un ulcère. Premier temps, on va consulter donc son médecin, on va aller le voir pour différentes brûlures qu'on a, qui persistent dans le temps et signent. C'est clair que si on a des brûlures gastriques une journée, parfois c'est tout, ça n'est pas la peine. Il faut donc voir son médecin si ça perdure dans le temps, voire plusieurs jours d'affilée, de suite. Le médecin en premier temps va certainement vous prescrire des médicaments, enfin les antiacides notamment pour réduire l'acidité gastrique, ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, on ne traite pas l'origine du problème, donc pas la cause, mais juste les symptômes. Ça veut dire que ça va s'atténuer, mais ça va reprendre de plus belle quand on ne prend plus ces médicaments-là, justement. Et il faut savoir que même si les médicaments antiacides s'avèrent efficaces, donc en atténuant vos symptômes, on pourrait se dire dans ce cas-là, je vais continuer à en prendre. Comme ça, je vais en prendre toute ma vie, par exemple, longtemps pour ne plus avoir les symptômes. Non, c'est une erreur. En tout cas, moi, c'est ce que je ne ferai pas. Parce qu'il ne faut pas vivre en prenant tout le temps des antiacides. Il faut savoir qu'est-ce qui cause ces brûlures. Dans ce cas-là, c'est une cause qui perdure dans le temps et qui est à l'origine de ce problème. Dans ce cas-là, un examen de référence que le médecin vous fera passer selon différents critères. Aux alentours de la cinquantaine d'années qu'on le passe, notamment la gastroscopie qui est connue, c'est une sonde qui est flexible et qu'on passe directement par la bouche, qui descend le long du tube d'œsophage et ça arrive dans l'estomac, voire même le duodénum. Avant tout, le médecin va vous faire passer si les brûlures gastriques sont récidivantes, s'ils perdurent dans le temps et persistent, ou alors également devant un cas de figure de patient qui se plaint qu'il y a des facteurs alarmants, genre un amaigrissement inexpliqué, associé avec des brûlures, de la fièvre, ou encore de la fatigue généralisée, voire même du sang dans les vomissements, ou les selles éventuellement. Dans ce cas-là, tout cela, ça fait pousser le médecin à vous prescrire une gastroscopie. Hein. Dans ce cas-là, ça va permettre de voir non seulement sa voix, et ça va aussi prélever des biopsies. Avant tout, ça va regarder la muqueuse gastrique, le médecin qui s'occupe de cela, un gastro-entérologue en général, et qui va donc regarder votre muqueuse et déterminer quelle est la maladie, l'origine aussi du problème. Donc la gastroscopie va donc vous permettre de trouver la maladie et écarter d'autres hypothèses, comme un cancer par exemple. Ça va aussi diagnostiquer quelquefois, même tout le temps, des gastriques, qu'elles soient superficielles ou profondes, des ulcères qui le soient également ou non, et des polypes, des excroissances bénignes au départ, mais qui peuvent dégénérer en cancer, en tout cas dans le côlon. Je ne sais pas si c'est le cas aussi dans l'estomac. Si c'est un grêle aussi, on peut avoir des polypes. On peut également en avoir dans les cordes vocales, c'est connu, fréquent, ou encore même dans les fosses nasales, dans le nez, il me semble. Bref. Et la gastroscopie, non seulement va regarder, mais
faire une biopsie tissulaire d'un bout d'estomac. En gros, pour faire plus familier, ça va prélever un bout de votre estomac à l'intérieur pour voir vraiment quelle est la maladie en question. Au niveau des cellules, tout ça, c'est tout ce qui est microscopique tout simplement, c'est minuscule. Et non seulement la gastroscopie trouve la maladie, en écarte d'autres, mais aussi qu'elle va trouver la cause de l'ulcère. Si c'est dû à Helicobacter pylori, elle va trouver ce germe. En général, c'est spécifique à ce germe, donc à cette bactérie, l'uréase, justement, et qui permet de la détecter. Voilà. Alors après, il y a aussi d'autres examens, mais je vais parler des examens qui peuvent permettre à diagnostiquer, à trouver l'Helicobacter pylori, cette infection. Comment on fait pour savoir si on a la bactérie ou non? Donc la gastroscopie, mais ce n'est pas toujours nécessaire. C'est un examen qui est dit invasif. Un examen non invasif, c'est par exemple le test respiratoire, qui se fait donc en un laboratoire d'analyse médicale, il me semble. On va vous faire souffler dans un tube de ballon, il me semble. C'est de l'urée qui est dilué dans un verre d'eau, que j'ai cru retenir. Et donc ça va permettre de voir indirectement si on a ou non la bactérie. Bien ce test respiratoire, qui s'avère efficace. Ensuite, on peut aussi vous faire passer un test, le médecin peut vous faire passer un test de sel ou de salive. Dans le cas des sels, c'est une sérologie, il me semble, et on peut voir via les anticorps, et ça veut dire qu'en fait, le corps, l'organisme en a sécrété les anticorps tout simplement parce que il y a la bactérie qui est présente. Donc les anticorps sont présents et ça peut aussi, via une prise de sang, détecter, encore en façon indirecte, la bactérie. Voilà comment on détecte la bactérie en globalité, surtout le test respiratoire. Sinon, c'est la gastroscopie. Ensuite, il y a d'autres examens qu'on peut passer pour diagnostiquer l'ulcère, par exemple des rayons X. C'est rare, mais ça peut être possible. C'est pour opacifier notamment l'estomac, les parois gastriques et duodénales. C'est pour également mieux voir la superficie, peut-être, de la gravité de la situation d'un ulcère, s'il est profond, etc. Une écho-endoscopie qui peut être nécessaire quelquefois. C'est plus rare. C'est pour voir peut-être, c'est un combinage entre l'échographie et l'endoscopie digestive, tout simplement. Donc ça arrive dans le duodénum, tout ce genre de choses, voilà. Et après, une prise de sang peut être nécessaire, au cas où qu'on aurait des pertes de sang, par exemple, de voir s'il y a une inflammation via la créatine, je crois que c'est ça, la protéine C ou bien, je sais plus. Bref, et bien sûr les globules rouges, s'il en manque. C'est clair que si on perd du sang à force, qu'il soit occulte ou non, on va avoir un manque de globules rouges, et dans ce cas-là, une déficience au niveau de l'hémoglobine, ce genre de choses. Voilà. Passons au 6e chapitre et le dernier, les traitements qui est très important, en 2 temps. On réduit l'acidité et deuxième, on éradique l'infection, si c'est dû à l'Helicobacter pylori. Comment on fait pour réduire l'acidité? C'est via des nerfs, des terminaux nerveuses, en tout cas voilà, des canaux de nerfs qui vont arriver du cerveau jusqu'à l'estomac, sa muqueuse, et qui vont lui permettre de sécréter justement l'acidité. On va prendre donc un traitement médicamenteux dans ce cas de figure, numéro 1, réduire l'acidité. Et ça va bloquer l'acidité au niveau de la muqueuse. Donc les antihistaminiques H2, ça a été relayé surtout par les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, que vous devez certainement connaître, qui sont connus, et ça va réduire, voire même surtout bloquer l'acidité, tout simplement. Les antiacides sont là pour soulager les douleurs, pas pour la guérison. Ça peut aider, et aussi des pansements gastriques, ce sont comme des sortes de gels, et qui renforcent la muqueuse de l'estomac, ou du duodénum, ça dépend, c'est l'estomac. Voilà, dans le cas de figure numéro 1 pour l'acidité. Et ensuite, deuxième, éradiquer l'infection. Et dans ce cas-là, on va suivre un traitement à base d'antibiotiques, comme toute infection virale, hein, donc comme tout traitement qu'on traite pour les bactéries. Et donc c'est une antibiothérapie qui est doublée, combinée donc avec différents médicaments, 2 notamment pour le premier traitement. On la triple quand le premier n'a pas réussi, c'est rare. En général, dans la majorité des cas, le premier traitement s'avère efficace, si c'était dû à l'Helicobacter pylori, et dans ce cas-là, tout rentre dans l'ordre. Bien sûr, si on fait le traitement à Helicobacter pylori, il faut avant tout avoir été diagnostiqué de l'infection à Helicobacter pylori. On ne fait pas un traitement si on n'est pas sûr d'avoir la bactérie, forcément, c'est normal. Et quand on éradique la bactérie, non seulement ça guérit l'ulcère, ça permet une cicatrisation, mais également, ça élimine les récidives. Donc c'est un double avantage, on va dire. Voilà. Vous imaginez, c'est pour ça qu'avant les ulcères récidivaient dans le temps, quand on ne savait pas encore la bactérie. On ne traitait pas la cause, puisqu'on ne la connaissait même pas. Alors nous, avant, on disait que c'était le stress, les médecins, je veux dire. D'accord? Et donc la bactérie était toujours dans l'estomac, et donc l'ulcère perdurait dans le temps.
Maintenant, eh bien, il ne récidive plus si on éradique la bactérie. C'est pour ça que ça s'avère efficace. Et il faut savoir que même si on est infecté par cette bactérie depuis des années, si on l'éradique, ça arrête l'inflammation. Et s'il y avait un ulcère, ça arrête aussi, la guérison reprend. Vous imaginez, donc il y a toujours un intérêt bien réel de supprimer la bactérie. Et pour être sûr que si elle est supprimée, éradiquée, eh bien un test respiratoire qu'on va passer, si la gastroscopie n'est pas nécessaire à ce moment-là, et donc pour savoir si on a encore ou non la bactérie. Si elle n'est plus là, la guérison revient sur plusieurs semaines. L'antibiothérapie, le traitement là, on le suit sur plusieurs semaines évidemment, et tout rentre dans l'ordre en général. Pas toujours, dans ce cas c'est pour ça qu'on fait un deuxième et troisième traitement. Et on a recours à la chirurgie très rarement si on n'a pas réussi à traiter l'ulcère, et surtout si c'est compliqué, il y a des traitements de complications. Mais avant tout, je vais revenir au traitement d'ulcères qui ne se sont pas aggravés. Il faut que le traitement soit suivi adéquatement et conjointement avec une hygiène de vie qui soit plus adaptée et adéquate. Sans cela, eh bien, sinon, il serait moins efficace et les chances de guérison seraient moins grandes. Par exemple, arrêter le tabac, c'est mieux. Parce que le tabac, non seulement retarde, mais également empêche la guérison. Le sevrage alcoolique qui est nécessaire et également l'alimentation à modifier. Et après, tout rentre dans l'ordre ensuite. Mais c'est surtout quand on subit le traitement. Important. Et le stress, éviter d'être stressé, sinon ça augmente l'acidité, encore une fois, c'est mauvais. On a donc des traitements quand on a des risques d'hémorragie de perforation. En premier temps, la première complication d'un ulcère, c'est surtout l'hémorragie suivie de la perforation. Et donc quand on a une hémorragie, on va devoir se faire hospitaliser, hein, en premier temps. Donc on fait reposer son tube digestif au repos absolu, qui est strict. Et on va subir des antisécrétoires puissants, certainement par voie intraveineuse, ce genre de choses, bref, il me semble. Et on va poser également un clip sur l'hémorragie afin de la stopper. Et voilà, toutes sortes de choses. Je sais qu'on peut passer des choses à travers voie sanguine, tout cela. Des transfusions qu'on va subir à ce moment-là, quand ce cas de figure se présente. Et pour les risques de perforation, parfois on a recours à la chirurgie, c'est rare ici, mais c'est possible, c'est surtout plus fréquent à l'époque, et nettement moins maintenant. Donc on va suivre une gastrectomie partielle, on enlève partiellement une partie de l'estomac au niveau de l'ulcère, ou parfois même un petit peu plus, et pour être sûr qu'il n'y a plus le risque de récidive sur de choses, et il n'y a pas de permettre la chance de guérison. Voilà, tout ce que je voudrais dire. À savoir que quand on passe la gastroscopie, je ne l'ai pas dit, on doit être à jeun, et je ne l'ai pas dit non plus, c'est très important. Quand on veut faire le test respiratoire que j'ai évoqué pour la bactérie Helicobacter pylori, si on l'a ou non, de façon indirecte, on doit être à jeun aussi, il me semble, mais surtout, de ne pas subir de traitement antibiotique pendant 4 semaines. Donc si on suit un traitement antibiotique et qu'on veut passer le test respiratoire, on ne peut pas. Et également, une autre condition, c'est qu'il ne faut pas suivre de traitement antisécrétoire d'acide. Je veux dire que si on a des médicaments, on prend un traitement contre l'acidité gastrique par exemple, on ne peut pas passer le test respiratoire, il faut attendre 2 semaines, au moins. Important de le savoir. Alors j'ai dit les principales choses que je connaissais, on va maintenant passer à la conclusion, et sachez bien que la majorité des ulcères sont soignés, il y en a qui récidivent encore, mais c'est rarissime. On traite donc la maladie ulcéreuse comme si c'était une maladie infectieuse d'origine bactérienne, parce que c'est surtout l'Helicobacter pylori qui en est la cause principale, et parfois la bactérie résiste aux médicaments, elle est résistante, et donc on en subit 2 ou 3, ça dépend. C'est rare qu'on a recours à la chirurgie, sauf en cas des complications éventuelles, voilà, tout ça. Je vais passer à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est très important donc que l'ulcère, c'est quoi? C'est une plaie, une érosion qui se forme sur la paroi digestive, gastrique ou duodénale, uniquement, et qui est plus ou moins profonde et qui peut s'attaquer à différentes parties de notre paroi digestive. Que l'ulcère duodénal ne dégénère jamais en cancer, l'ulcère gastrique, lui, peut. L'Helicobacter pylori, la cause de la majorité des ulcères. Ensuite, les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdes, il y a l'aspirine, tout cela qui peuvent également causer l'apparition d'un ulcère. Aussi de gastrite, bref, et que l'examen de référence d'un ulcère, c'est la gastroscopie, et pour savoir si on a ou non l'Helicobacter pylori, on fait passer donc la gastroscopie, ou surtout le test respiratoire qui est non invasif, et lorsque là on sait si on a ou non la bactérie dans notre estomac, tout simplement. Et on peut se faire réinfecter une deuxième fois après l'éradication de l'Helicobacter pylori, mais c'est rarissime. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, et j'espère que vous aurez bien apprécié la vidéo et surtout les traitements que vous avez reconnus maintenant. Hein. Traiter l'infection et éradiquer, je veux dire, l'infection, la bactérie, et réduire l'acidité entre temps, en même temps, conjointement, et bien sûr adéquatement avec une hygiène de vie qui soit adaptée.
Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. J'espère que vous aurez bien apprécié. Surtout, eh bien, si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez trouvé intéressant, pourquoi pas de la partager, c'est très important. Pourquoi pas de vous abonner, mais encore une fois, vous êtes chacun libre de faire ce que vous voulez. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est énorme. Vous avez une sacrée patience et un certain courage, c'est vrai, une certaine audace, parce que c'est vrai que ça dure longtemps. Hein. Je n'aurais pas pensé, mais c'est tellement que j'aime bien parler. Je suis quelqu'un qui parle vite. Ah, je n'ai pas montré non plus la gastroscopie. Regardez ça, très important. La sonde, la gastroscopie, on la passe comme ça. Ah, j'ai tellement de choses à vous montrer dans cette vidéo-là. Des dessins que je fais de ma main et je ne sais pas si vous avez apprécié. Donc l'endoscopie, elle descend et on arrive dans l'estomac pour voir la muqueuse gastrique. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Surtout portez-vous bien. Et n'hésitez surtout pas à vous rendre dans ma playlist de ma chaîne YouTube que j'ai rangé soigneusement et précieusement mes vidéos de médecine, dont j'en ai fait à peu près une dizaine maintenant, autant sur des maladies que sur des organes, surtout digestives essentiellement. Et je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Surtout portez-vous bien. Bye bye.